C'était le genre d'invitation qui arrive parfumée d'élégance et de mystère. Monsieur Hercule Poirot, toujours impeccablement vêtu et d'une prestance irréprochable, avait reçu une carte dorée, scellée d'un insigne en cire cramoisi, représentant un homard couronné. Moi, le capitaine Hastings, je trouvais cela plutôt absurde, mais Poirot, comme toujours, en interpréta le symbolisme plus en profondeur. « Observe, Hastings, dit-il, les yeux plissés d'intrigue. Le homard couronné, il évoque l'extravagance et la vanité, et peut-être la vengeance. On ne convoque pas Poirot pour un simple dîner gastronomique. L'expéditeur n'était autre que Claude. Vaillant, un nom qui brillait dans les cercles culinaires comme un diamant dans l'obscurité. Autrefois, la coqueluche de Paris. Vaillant s'était récemment installé dans le paisible village de Little Dorridge. Un choix improbable, sauf si l'on considère qu'il avait hérité du domaine d'un cousin décédé, dans des circonstances plutôt curieuses. Depuis, il avait transformé le manoir en un lieu gastronomique exclusif pour l'aristocratie, appelé le Palais du Goût. L'événement en question, un dîner privé pour célébrer la publication de ses mémoires, tant attendus. Une recette pour La Vengeance, un titre curieux pour l'autobiographie d'un chef. Ce n'est pas qu'un simple dîner, Hastings, songea Poirot tandis que notre train tanguait doucement vers la campagne. C'est un spectacle, et quelque chose me dit que le plat final sera amer. Je ris doucement, essayant de dissiper le nuage menaçant qui entourait les paroles de Poirot. Pourtant, plus nous approchions de Little Dorridge, plus l'air semblait lourd. Le manoir était exactement ce qu'on pouvait attendre d'un génie culinaire devenu reclus. D'une beauté austère, il se dressait au sommet d'une colline verdoyante, tel un prédateur en équilibre. Des réverbères à gaz vacillaient le long du chemin de pierre, nous conduisant au majestueux hall d'entrée où une horloge en acajou poli accusait un retard d'une seconde. Nous fûmes accueillis par la gouvernante, Madame Leroux, une femme, guindée qui avait l'air de quelqu'un qui n'aimait plus les politesses depuis longtemps. « Monsieur Vaillant vous attend », dit-elle en nous conduisant dans un couloir orné de peintures à l'huile, représentant des mets, certaines natures mortes, d'autres beaucoup plus grotesques. La salle à manger était une cathédrale dédiée à la cuisine, une longue table. En acajou se dressait sous un lustre en forme de fourchette torsadée. 7 convives étaient déjà assis, tous plus fascinants les uns que les autres. Poirot et moi avons pris nos places et les présentations ont commencé. À la droite de Poirot se trouvait Dame Winifred Somerset, une redoutable douairière aux yeux d'un bleu glacial et au collier de diamants capable de rançonner une nation. Elle était connue dans les cercles mondains pour son mécénat auprès des artistes d'avant-garde et son langage acerbe. À côté d'elle était assis son neveu éloigné, Miles Somerset, un pianiste de jazz dont le goût pour l'absinthe et le scandale avait fait de lui un habitué des colonnes à potins. Il leva à peine les yeux de son verre lorsqu'on le présenta. En face d'eux se trouvait Dr Héloïse Méraut, une femme grande et austère, au nez pointu et à l'intelligence encore plus vive. Psychologue judiciaire, elle avait autrefois conseillé Scotland Yard sur des affaires de meurtre en série. On ne comprenait pas immédiatement pourquoi un chef l'avait invitée à dîner. À côté d'elle se prélassait Gavin Roach, un critique gastronomique connu pour mettre fin à sa carrière en un seul paragraphe. Il regardait autour de lui avec un dédain à peine voilé, tapotant du doigt le bois poli comme s'il critiquait la table elle-même. Puis, il y a eu Céleste Dubois, ancienne sous-chef de Claude Vaillant et rivale actuelle. Femme fougueuse au sourire narquois perpétuel, elle avait été copropriétaire d'un restaurant à Lyon avec Vaillant, jusqu'à ce qu'elle l'accuse de sabotage et de vol. Le procès avait échoué dans d'étranges circonstances. Au pied de la table était assis Claude Vaillant lui-même, grand, cheveux argentés, une toque de chef repliée sur ses genoux comme un sceptre royal. Il nous a accueillis avec la chaleur d'un hôte, même si son regard ne souriait jamais vraiment. « Mes chers amis », commença-t-il en levant un verre d'absinthe avec une assurance déconcertante, « ce soir, vous goûterez non seulement à la nourriture, mais à la vérité. Chaque plat est un épisode, chaque saveur est une confession. » La moustache de Poirot frémissait. « Mon ami, vous présentez votre dîner comme si c'était un tribunal. Mais oui,
s'exclama Vaillant en riant. Et chaque convive, un témoin. Il y eut un silence gênant. On dit, poursuivit-il d'une voix rauque, que la meilleure vengeance est servie froide. Mais je ne suis pas d'accord. La vengeance, comme le soufflé, doit être parfaitement dosée, servie chaude. Élevé juste comme il faut, il applaudit 2 fois. Le premier plat fut apporté, velouté de trahison, une soupe soyeuse avec un goût que je ne pouvais pas situer, mais qui laissait une trace de quelque chose d'amer. Poirot prit une gorgée et posa sa cuillère avec une expression curieuse. « Intelligent », murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent là-dedans » demandai-je. Poirot sourit. « La soupe a été parfumée à l'absinthe et à la suspicion. » Avant que je puisse répondre, un fracas retentit dans la pièce voisine. Puis un cri retentit, la voix stridente de Madame Leroux, empreinte de terreur. « Mon Dieu, il est mort !» Nous nous sommes précipités à l'intérieur. Claude Vaillant était affalé contre le mur de la cuisine, un couteau planté juste sous ses côtes, le cramoisi fleurissant sur son manteau blanc amidonné comme une signature finale. Poirot resta immobile au début. Il fixa intensément la silhouette immobile, puis le dessert intact posé sur le plateau voisin. « Une confession », murmura-t-il, « mais pas la sienne. » La mort soudaine de Claude Vaillant avait plongé le majestueux manoir dans le chaos. Le personnel de cuisine se retira précipitamment, le visage pâle, tandis que Lady Winifred serrait son collier de diamants comme pour retrouver le calme. Les lampadaires à gaz vacillants projetaient de longues ombres sur les murs, comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Poirot reprit rapidement les choses en main, d'une voix calme mais autoritaire. « Mes amis, personne ne quitte cette maison avant que je vous ai tous parlé. » Il se tourna vers moi. « Hastings, nous devons sécuriser les lieux et commencer notre enquête. Le temps presse. » Madame Leroux apparut, s'essuyant les mains sur son tablier avec un calme étrange. « La police est appelée, monsieur. » Son regard se porta nerveusement vers la cuisine. « Très bien, » répondit Poirot. « Mais avant leur arrivée, je souhaite comprendre la dynamique de ce rassemblement. Chacun ici doit nous raconter ce qui l'a amené au Palais du Goût ce soir. » Un à un, les invités ont donné leurs explications. Le ton de Lady Winifred était glacial mais précis. J'ai été invité pour parrainer les mémoires de M. Vaillant, et peut-être pour donner des conseils sur les aspects culturels de son œuvre. Miles Somerset haussa les épaules, un léger sourire narquois aux lèvres. « Je suis venu pour l'absinthe, et la compagnie, je suppose. Les dîners de famille sont souvent ennuyeux. » Le docteur Éloise Méraud prit ensuite la parole, d'une voix mesurée et clinique. J'ai consulté M. Vaillant sur un profil psychologique qu'il souhaitait inclure dans ses mémoires, ses relations avec son équipe, ses rivaux et son passé. Le regard de Gavin Roach était perçant et dégagé. J'étais ici pour faire le point sur l'événement pour le Gazette gourmande. Les mémoires du chef suscitent déjà la controverse. Les yeux de Céleste Dubois brûlaient d'une animosité à peine contenue. J'ai été invité en signe de réconciliation, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Mais cette soirée a clairement démontré que c'était une farce. Tandis que chacun parlait, Poirot observait attentivement, notant les gestes subtils, un tapotement du doigt, un regard fugace, une mâchoire crispée. Les invités formaient un tapis de tension et de secret. Madame Leroux ajouta que le manoir était bouclé jusqu'à l'arrivée de la police. Aucun appel ne pouvait être passé et personne ne pouvait sortir. Les fenêtres étaient barrées et les lourdes portes en chêne verrouillées de l'intérieur. Poirot hocha la tête, pensif. « Très bien, un cercle fermé, le théâtre parfait pour la tromperie. » Nous entendîmes le hurlement lointain des sirènes. Bientôt, l'inspecteur Lefebvre arriva, un homme solide, à l'œil vif mais aux manières effrontées. Il prit immédiatement les choses en main, bloquant la cuisine et ordonnant à ses hommes de fouiller les lieux. Poirot me prit discrètement à part. « Hastings, observez bien le comportement de nos suspects. Dans un tel creuset de peur, la véritable nature se révèle. » Les invités furent conduits dans le salon, où la tension montait. Lady Winifred entama une conversation basse et amère avec Céleste, leur animosité étant évidente. Miles se retira dans un coin, palpant distraitement un étui à cigarette.
Le docteur Méreau resta figé, le regard perdu dans ses pensées, comme pour inventorier chaque expression. Soudain, Gavin Roach prit la parole. Qui d'entre nous avait le plus à gagner de la mort de M. Vaillant? Un silence s'installa, rompu seulement par la voix sereine de Poirot. Voilà, monsieur Roach, la question à laquelle nous allons répondre, mais sans précipitation ni supposition. La nuit s'étira longuement, et tandis que le manoir grondait, de secret, les petites cellules grises de Poirot commencèrent leur travail. Une chose était sûre, sous le vernis de civilité, un jeu dangereux avait commencé. À peine les lourdes portes en chêne du manoir se refermèrent-elles sur l'inspecteur. Lefebvre et sa petite suite qu'Hercule Poirot commença son examen méthodique des lieux, avec la précision d'un maestro préparant une symphonie. Tandis que les autres murmuraient encore dans le salon, j'observais le grand détective se glisser sans effort dans son élément, chaque mouvement mesuré, chaque regard chargé d'intention. Mon ami, dit doucement Poirot, observez comment fonctionne l'esprit d'un meurtrier. Ce n'est pas l'arme qui trahit, mais l'âme qui se cache derrière. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer son calme, même si la maison bouillonnait de suspicion et de peur. L'atmosphère était chargée de tension, mais Poirot demeurait un symbole d'ordre au milieu du chaos. Les autres invités, bien que d'apparence sereins, étaient chacun prisonniers de leurs secrets et de leurs angoisses. Le regard de Poirot parcourut la pièce, observant la posture impérieuse de Lady Winifred, l'énergie infatigable de Miles, la vigilance du docteur Méreau, le mépris à peine voilé de Gavin Roach, la fureur à peine dissimulée de Céleste, et bien sûr, l'immobilité de Claude Vaillant, tombé au combat. « Commençons, Hastings, » dit Poirot en se tournant vers moi, avec un léger sourire. L'art de la détection est comparable à la préparation d'un plat raffiné. Chaque ingrédient doit être soigneusement goûté et pesé avant que la saveur finale n'émerge. Nous avons commencé par la cuisine, la scène du crime. L'air était chargé d'une odeur âcre de fer, et le couteau, toujours planté dans la poitrine du chef, semblait narguer la grandeur de la soirée. Poirot examina la position du corps, l'angle de la blessure, les plus infimes traces de trouble, dans la poussière de farine au sol. « Remarquez, Hastings, » dit-il doucement, « l'absence de résistance. Notre meurtrier était précis, et la victime devait connaître son agresseur. » J'ai hoché la tête. « Alors quelqu'un de proche? Quelqu'un en qui il avait confiance? » « Exactement, » répondit Poirot. « Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. L'esprit est un labyrinthe, et les apparences sont souvent trompeuses. » De là, nous nous sommes dirigés vers la salle à manger où les invités avaient été installés. Le regard de Poirot s'attarda sur chaque couvert, la disposition des couverts, les légères taches sur un verre ici, une serviette égarée là. Un homme méticuleux, ce Vaillant, observa Poirot. Il contrôlait chaque détail, même le chaos du meurtre. Nous retournâmes au salon où les invités attendaient. Poirot leur fit signe de s'asseoir, puis commença son interrogatoire avec un ton calme et poli qui trahissait la vivacité de son intelligence. Tout d'abord, Lady Winifred. Sa voix était ferme mais froide. Monsieur Vaillant était un homme d'une grande fierté. Il cherchait à remodeler le monde culinaire à sa manière. J'admirais sa vision, mais ses méthodes étaient controversées. Controversées, madame? Veuillez développer, s'il vous plaît, dit Poirot en joignant les doigts. Elle hésita un instant avant de répondre. Il était impitoyable. Ses anciens partenaires ont souffert de son ambition. Ensuite, Miles Somerset, qui semblait vouloir être n'importe où, sauf ici. Je ne connaissais pas bien Claude. On se croisait de temps en temps. J'étais là pour l'expérience. Et l'absinthe. Et l'absinthe, monsieur? Vous en avez beaucoup bu? Miles esquissa un sourire sardonique. Assez pour engourdir les sens. Peut-être trop. Le docteur Eloise Méreau fut la suivante. Ses réponses étaient claires et précises. Monsieur Vaillant était fasciné par la psychologie humaine. Il souhaitait explorer les côtés sombres de l'ambition et de la rivalité dans ses mémoires. « Et tu l'as trouvé, honnête ?» demanda Poirot. « L'honnêteté est un luxe dans ce genre de situation, » répondit-elle. « Le plus souvent, nous sommes confrontés à la perception et à la tromperie. » Gavin Roach semblait impatient. « Je suis ici pour écrire,
pas pour philosopher. Les mémoires de Vaillant sont un scandale en devenir. Le regard de Céleste Dubois était sans équivoque. Je lui ai fait confiance autrefois. Maintenant, je vois que j'étais une idiote. Poirot notait chaque inflexion, chaque hésitation, chaque micro-expression. Ces petites cellules grises étaient en sur-régime. Après avoir interrogé les invités, Poirot demanda à parler à Madame Leroux. Son attitude stoïque se brisa légèrement sous ces questions douces mais persistantes. Elle révéla que le personnel était loyal, mais craintif face au tempérament de Vaillant. Elle fit également allusion à d'étranges réunions nocturnes et à des disputes chuchotées. Poirot prit des notes minutieuses. Des secrets, Hastings, des secrets partout. À mesure que la soirée s'avançait, un orage se mit à faire, rage dehors, la pluie fouettant les fenêtres et le vent hurlant à travers les arbres. Le manoir semblait plus isolé, une cage parfaite pour nos suspects. Alors que nous allions nous coucher, le regard de Poirot remarqua un petit détail. Un mot plié, caché sous un plateau en argent. Il le prit avec précaution et le déplia. Le message était bref mais effrayant. La vérité est dans la sauce. Poirot eut un léger sourire. Ah, Hastings, la partie est lancée. Dehors, la tempête avait atteint son paroxysme, le vent claquant contre les vitres et la pluie battant à un rythme incessant sur le toit vieillissant du manoir. À l'intérieur, les invités étaient assis, tendus et inquiets, l'air lourd d'un silence que seule une profonde suspicion peut engendrer. Hercule Poirot, lui, était plus calme que jamais, le regard brillant de la lumière d'un homme plongé dans ses pensées, savourant le défi qui l'attendait. « Mon ami Hastings », commença Poirot en ajustant sa cravate d'un mouvement précis, des doigts. « Il est temps de percer le voile de la politesse et de découvrir la vérité qui se cache en dessous. Nous interrogerons chaque personne, une par une, et observerons non seulement ses paroles, mais aussi ses manières, ses hésitations, ses signes involontaires. Les petites cellules grises nous guideront. » J'ai hoché la tête, sachant très bien que le talent de Poirot ne résidait pas dans les indices évidents, mais dans le démêlage délicat de la nature humaine. Lady Winifred Carstairs. La première à être interviewée fut Lady Winifred, qui conserva son calme habituel en s'installant, dans le fauteuil à haut dossier, près de la cheminée vacillante. Ses doigts jouaient avec les plis de sa robe, trahissant un léger tremblement. « Lady Winifred », commença doucement Poirot, « dites-moi, comment décririez-vous votre relation avec M. Vaillant ?» Elle inspira profondément. Complexe, je soutenais ses ambitions, certes, mais je n'approuvais pas toutes ses méthodes. Ses mémoires menacèrent de révéler des vérités plutôt désagréables sur les cercles d'élite que nous fréquentons. « Des révélations désagréables » demanda Poirot. « En effet, certains préféreraient que de tels secrets restent enfouis. Diriez-vous que vous craignez ces révélations ?» Le regard de Poirot était fixe, ses lèvres se pincèrent. « Je n'appellerais pas ça de la peur, plutôt du souci pour sa réputation. Et où êtes-vous ce soir, Lady Winifred ?» J'étais dans le salon jusqu'à ce que j'entende le vacarme. J'ai trouvé Claude allongé dans la cuisine. Horrible. Poirot inclina légèrement la tête. « Merci, madame. » Alors qu'elle quittait la pièce, j'ai aperçu une lueur dans ses yeux, une émotion que je ne pouvais pas nommer. Miles Somerset Vint, ensuite. Miles Somerset, qui se prélassait d'une manière moins digne, son sourire narquois remplacé par une ombre de lassitude. « Monsieur Somerset, » commença Poirot, « vous admettez avoir bu de l'absinthe ce soir ?» Miles ricana sèchement. « De quoi vous calmer les nerfs, monsieur ? Pourquoi aurais-tu besoin d'engourdir tes nerfs ?» Il haussa les épaules. « Des affaires de famille. Les attentes de mon père sont, disons, assez pesantes. Monsieur Vaillant a-t-il déjà fait pression sur vous ? Non, nos mondes se croisaient à peine. Et pourtant, vous êtes là. J'aime me considérer comme un homme de goût. » Poirot se pencha en avant, les yeux plissés. « Et tu crois que le bon goût s'étend jusqu'au meurtre ?» Le sourire narquois réapparut, plus sombre. « Je n'en serais pas si sûr. » Docteur Éloise Méraud, le comportement du docteur Méraud était clinique et posé, mais Poirot sentait un courant de tension sous son apparence calme. « Docteur,
Que vous demandait précisément M. Vaillant lors de ses consultations psychologiques. Il souhaitait comprendre les motivations de ceux qui l'entouraient, ses rivaux, son personnel et même sa famille. « Et avez-vous découvert quelque chose de troublant ?» Elle marqua une pause, les yeux pétillants. « Les humains sont des créatures complexes, monsieur. Parfois, les pulsions les plus sombres se cachent sous des sourires polis. Monsieur Vaillant a-t-il exprimé des inquiétudes pour sa propre sécurité ?» Elle hésita. Pas ouvertement. Mais l'atmosphère autour de lui était chargée d'hostilité. Gavin Roach, le critique, Gavin Roach, s'est montré direct et inflexible. « Monsieur Roach, vous étiez ici pour écrire un article sur les mémoires de Monsieur Vaillant, n'est-ce pas ? Oui. Et j'avais l'intention d'être brutalement honnête. Monsieur Vaillant a-t-il mentionné quelqu'un qui pourrait lui vouloir du mal ? Roach rit amèrement. Dans ce monde impitoyable, monsieur, tout le monde a des ennemis. Pourtant, vous avez dû soupçonner quelqu'un en particulier ? Roach regarda Poirot avec un dédain à peine voilé. Peut-être. Mais je préfère vous laisser parler les faits. Céleste Dubois. La voix de Céleste était basse et féroce. Madame Dubois, vous avez évoqué une relation passée avec Monsieur Vaillant ? Oui. On était proches, autrefois. Et maintenant ? Maintenant, je vois sa vraie nature. C'était un homme qui écrasait ceux qui le trahissaient. Lui en voulais-tu ? Qui ne le ferait pas ? Poirot l'observa attentivement. Étiez-vous présente dans la cuisine au moment du meurtre ? Non, j'étais dans la véranda. Madame Leroux finalement. Poirot se tourna vers Madame Leroux, la gouvernante. Son visage était sévère mais las. Madame Leroux, depuis combien de temps servez-vous Monsieur Vaillant ? Près de 10 ans, monsieur. Et comment était-il ? Avec son personnel ? Strict mais juste, même s'il pouvait se montrer impitoyable lorsqu'il était mécontent. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir ? Elle hésita. Il y avait des conversations chuchotées tard dans la nuit. Monsieur Vaillant était troublé. Troublé par quoi ? Elle secoua la tête. Je ne sais pas. Mais le personnel murmurait des secrets et des trahisons. Tout au long de ces entretiens, l'œil perçant de Poirot ne manquait de rien. Les regards fugaces, les légers changements de posture, les subtiles contradictions de leurs récits. À chaque fois que chaque suspect quittait la pièce, Poirot murmurait pour lui-même, reliant des fils invisibles aux autres. « Ce qui me frappe, Hastings, dit-il finalement, c'est que tout le monde ici porte un masque. La vérité ne se cache pas dans les mots prononcés, mais dans ceux soigneusement évités. » J'ai hoché la tête, sentant le poids de la perspicacité du détective. Alors que la nuit tombait, Poirot se retira brièvement dans la cuisine pour examiner une fois de plus la scène. La lumière froide révéla un détail qui m'avait échappé, une légère trace d'un parfum particulier près du poste de travail du chef, quelque chose de floral et d'inconnu. Poirot inspira profondément. Curieux, une odeur étrange. Ceci, Hastings, est un indice. De retour au salon, Poirot rassembla à nouveau les suspects. « Mes amis, je vous demande de la patience. La vérité éclatera d'elle-même, mais seulement lorsque tous les éléments seront réunis. » À l'extérieur, la tempête commençait à s'atténuer, mais à l'intérieur du manoir, une tempête de secrets faisait toujours rage. La lumière de l'aube filtrait à travers les vitraux, dessinant des lignes pâles sur la moquette du salon. Bien que l'orage fût passé, le manoir portait encore la tension des violences de la nuit. Poirot et moi nous sommes retrouvés parmi les suspects, chacun affichant une expression d'attente prudente. Les petites cellules grises du détective avaient travaillé pendant de longues heures, et il observait maintenant l'assemblée avec le regard posé d'un maître d'échecs réfléchissant à son prochain coup. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix douce et précise comme le coup de pinceau d'un maître peintre. « Nous allons maintenant examiner la première piste, celle qui semble la plus plausible pour le moment. » Son regard se posa sur le docteur Héloïse, Méraud. « Docteur, je vous prie de nous raconter une fois de plus la nature de vos consultations avec Monsieur Vaillant. » Elle se leva et répéta l'explication du profilage psychologique qu'elle avait réalisé pour les mémoires du chef. Elle décrivit comment elle avait analysé ses relations, son ambition et ses peurs intimes. Pendant qu'elle parlait, le regard de Poirot ne vacillait pas. Il observait le battement de ses paupières et la légère entr'ouverte de ses lèvres. Lorsqu'elle eut terminé, il baissa la tête en signe de remerciement.
docteur, dit-il. Doucement, vous nous avez dit que M. Vaillant n'avait pas exprimé d'inquiétude pour sa sécurité. Et pourtant, vous avez aussi constaté des tensions au sein de son équipe. Avez-vous déjà été témoin d'une dispute, privée ou publique, entre lui et quelqu'un ici? Le docteur Méraud hésita. Un soir, tard, j'ai entendu des voix s'élever dans la véranda. Je n'ai pas pu discerner les mots, mais j'ai senti de l'hostilité. Hostilité de la part de qui? Elle ferma les yeux un instant. Je crois que c'était entre M. Vaillant et Céleste Dubois. Un murmure parcourut la pièce. Céleste, assise, raide, lança au médecin un regard qui aurait pu brûler la peinture des murs. Poirot leva la main pour réclamer le silence. « Docteur, pouvez-vous être certain que c'était Madame Dubois ?»« Je ne peux pas en être tout à fait certain. » Les voix étaient étouffées par d'épais rideaux. Poirot hocha la tête. Un avertissement légitime. Mais sachons, Hastings, que ce soupçon, s'il n'est pas soigneusement pesé, pourrait nous induire en erreur. Il se tourna vers le groupe. « Céleste, pourriez-vous nous expliquer votre souvenir des événements de cette soirée ?» Céleste se leva telle une guerrière, relevant un défi. « Monsieur Vaillant et moi nous sommes disputés ce soir-là. Oui, je l'ai accusé de saboter ma carrière. Mais après notre dispute, je suis allé directement dans ma chambre et j'y suis resté, jusqu'à ce que j'entende le vacarme. Votre porte était verrouillée de l'intérieur ?» demanda Poirot. « Oui. » La voix de Céleste tremblait légèrement. « Demandez à Madame Leroux si vous doutez de moi. » Poirot hocha gravement la tête. « Nous le ferons. » Se tournant, de nouveau vers le docteur Méraud, il poursuivit. « Et vous, docteur, n'avez été témoin d'aucune altercation physique, ni main levée, ni menace de violence. » Elle secoua la tête. Rien de plus que des paroles de colère. L'implication était claire. L'hostilité de Céleste était sincère, mais peut-être insuffisante pour justifier un meurtre. Les invités s'agitèrent, mal à l'aise. La première fausse piste commençait à se dessiner. Poirot invita ensuite l'inspecteur Lefebvre à relater les détails médico-légaux de la scène de crime. L'inspecteur décrivit la trajectoire de la blessure, l'absence de blessure défensive sur le corps et l'absence étrange de toute trace de sang sur le manche du couteau de cuisine, un détail qu'il trouva déconcertant. Si Céleste avait porté le coup sous le coup de la colère, affirma-t-il, elle aurait sûrement porté des marques après le retrait du couteau. Poirot écoutait, les yeux fermés, absorbant chaque nuance. Lorsque Lefebvre eut terminé, Poirot ouvrit les yeux et s'adressa à l'assistance. Il semble que notre meurtrier était précis et expérimenté. Mais l'absence de sang sur le manche suggère que M. Vaillant lui-même a peut-être retiré la lame, ou que l'arme a été essuyée avant d'être remise en place. Un silence stupéfait s'ensuivit. La main gantée de Lady Winifred se porta à la gorge. Les yeux de Miles Somerset s'écarquillèrent. Gavin Roach ricana. Seul le visage de Céleste demeurait impénétrable. « Inspecteur, » dit Poirot, « vous veillerez à ce que le couteau et les gants soient à conserver. Mais dites-moi, y a-t-il quelqu'un parmi le personnel qui manque à l'appel ce matin ?» Lefebvre fronça les sourcils. Il y en avait une. Pauline, la commis de cuisine. Elle est arrivée tard hier soir et on ne l'a toujours pas retrouvée. À ces mots, les sourcils du docteur Méraud s'élevèrent. Les lèvres de Poirot s'incurvèrent en un sourire subtil. « Ah, un témoin manquant. On pourrait dire un ingrédient manquant. » Il se tourna vers Madame Leroux. « Madame, parlez-nous de cette Pauline. Quel est son passé ici ?» Le sang-froid de la gouvernante vacilla. Pauline était nouvelle, à peine 3 semaines. Elle admirait profondément M. Vaillant. Il l'avait prise sous son aile. Certains disaient qu'elle vivait pour ses louanges. Les yeux de Poirot se plissèrent. « Et où l'a-t-on vue pour la dernière fois ?» Madame Leroux déglutit. « Elle était dans l'office, monsieur, pour l'inventaire. Et puis elle a disparu. »« Un inventaire, dites-vous » Poirot s'adressa à moi. « Hastings, nous devons examiner le garde-manger et nous assurer que l'absence de Pauline est bien réelle. » Tandis que Poirot et moi nous dirigions vers le couloir de la cuisine, les autres murmurèrent entre eux. Un sentiment de soulagement sembla traverser le groupe. Momentanément, les soupçons s'étaient déplacés de Céleste vers l'assistant de cuisine inconnu.
La première fausse piste avait germé. Peut-être Pauline, poussée par la dévotion ou le désespoir, avait-elle tué son mentor? Ou peut-être était-elle, elle aussi, une distraction. Dans le garde-manger, j'ai remarqué les restes de peau, à épices vides et l'odeur persistante de l'arôme floral inconnu que Poirot avait identifié. Il s'accroupit pour examiner le sol, traçant une légère trace de liquide près du mur du fond. « Curieux, murmura-t-il. Ce n'est pas seulement de l'eau ou du vin, c'est autre chose. » J'ai sorti un mouchoir de ma poche et j'ai tamponné. La tache. Ça sentait légèrement la lavande et les herbes amères. Un poison de fleuriste? Ai-je suggéré. Poirot secoua la tête. Non, mon ami. Cette odeur correspond à un extrait aigre doux rare, utilisé dans certaines sauces salées, un que M. Vaillant affectionnait particulièrement. Mon cœur s'emballa. Alors, Pauline, disparue, l'a peut-être pris, inhalé accidentellement? Ou l'a utilisé, dit doucement Poirot. Mais la piste est ténue. Nous devons trouver Pauline avant de poursuivre. Elle détient peut-être la clé, ou elle pourrait être le bouc émissaire idéal. De retour au salon, Poirot s'adressa à l'assemblée. « Mesdames et messieurs, je vous prie de patienter. Tant que nous n'aurons pas identifié chaque individu et analysé chaque preuve, toute conclusion serait prématurée. Nous allons fouiller le garde-manger, localiser Pauline, puis procéder. Je vous le promets, la vérité éclatera, mais seulement une fois toutes les fausses pistes dissipées. » Alors que la porte se refermait derrière lui, j'ai entendu le commentaire chuchoté de Gavin Roach à Lady Winifred. Une femme de cuisine? Absurde. Pourtant, absurde ou non, la première, fausse piste avait fait son effet. Tel un bouillon trop relevé, elle nous détournait de la véritable recette du meurtre. Et quelque part dans l'enceinte du manoir, le véritable tueur observait et attendait, persuadé que Poirot serait détourné de sa route. Le jeu était lancé et la première pièce du puzzle, bien que prometteuse, allait nous éloigner du cœur du crime. Bientôt, nous apprendrions que la vérité ne résidait pas dans la disparition d'un assistant, mais dans des secrets plus profondément enfouis parmi les convives. Le salon était lourd d'un silence qui semblait peser sur les murs même du manoir. Le feu vacillant projetait des ombres allongées, dansant tels des spectres parmi les invités. Hercule Poirot était assis à sa place habituelle près de l'âtre, sa posture précise et ses mouvements délicats contrastant fortement avec la tension incessante qui emplissait la pièce. Ses petits yeux méticuleux scrutèrent les visages devant lui, chacun marqué par l'anxiété, la culpabilité ou la peur, parfois les trois à la fois. « Mes amis », commença Poirot d'une voix calme mais insistante. « Le chemin vers la vérité n'est jamais une ligne droite. Il serpente à travers les méandres de la nature humaine, la peur, la jalousie, l'orgueil et la tromperie. Pour trouver la vérité, il faut regarder au-delà des simples faits et écouter attentivement le langage silencieux du cœur et de l'esprit. » Les invités s'agitèrent, mal à l'aise, conscients que l'intelligence perçante de Poirot détournait désormais son attention des indices tangibles pour se concentrer sur le jeu complexe de la psychologie humaine. Il était temps d'aborder la phase subtile et dangereuse de l'enquête. Le jeu psychologique. Contrairement aux premières phases d'interrogatoire direct, cette phase exigeait de la finesse. Poirot ne confrontait pas ses suspects à des accusations directes, mais semait le doute et observait leurs réactions, car Poirot savait pertinemment que la vérité réside souvent dans ce qu'on ne peut pas dire, ou dans les petites trahisons involontaires des émotions. Il se tourna d'abord vers la femme qui avait attiré l'attention la plus curieuse de la soirée. Geneviève Laroche, la célèbre chef. Sa réputation d'artiste culinaire était incontestée, mais sa position au sein de ce cercle fermé était particulière. Arrivée tard le soir du meurtre, elle semblait porter un fardeau discret sous son calme impeccable. « Madame Laroche », commença Poirot d'une voix douce mais pénétrante. « Vous, plus que quiconque, comprenez les nuances de la perfection et de l'imperfection. Dites-moi, Lord Alistair a-t-il jamais exprimé son mécontentement à l'égard de votre cuisine ?» Les yeux de Geneviève vacillèrent brièvement, comme si une ombre traversait ses pensées. « Monsieur Poirot, Lord Alistair était un homme exigeant. Il exigeait l'excellence, mais exprimait rarement son mécontentement directement.
Le plus souvent, c'était un regard, un soupir, une critique silencieuse qui en disait plus long que des mots. Poirot hocha la tête. « Ah, le non-dit est parfois le plus puissant. Vous êtes-vous déjà senti menacé par ces jugements? » « Silencieux !» Un léger tremblement traversa la main de Geneviève, inaperçue des autres, mais captée par le regard toujours vigilant de Poirot. « Menacé ? Peut-être pas comme tu l'entends, mais j'avoue qu'il y a eu des moments où je me suis demandé si ma position était précaire, surtout quand on chuchotait dans mon dos. Les murmures, songea Poirot, peuvent être aussi mortels que des poignards, non? Et pourtant, la victime les entend rarement avant qu'il ne soit trop tard. Les lèvres de Geneviève se pincèrent en une fine ligne, mais elle ne dit rien de plus. Poirot reporta son attention sur un autre personnage, Charles Denham, le marchand d'art, distingué dont le charme semblait soigneusement dosé, mais dont l'alibi avait soulevé des questions subtiles. Il avait affirmé avoir été avec Lord Alistair dans la bibliothèque jusqu'à peu avant le meurtre, mais des témoignages contradictoires suggéraient le contraire. « Monsieur Denham, dit sèchement Poirot, vous avez déclaré être resté à la bibliothèque jusqu'à 21h15, et pourtant une femme de chambre vous a aperçu près de la véranda à 21h10. Comment expliquez-vous cela ?» Le sourire poli de Denham vacilla un bref instant. « Monsieur Poirot, les couloirs de ce domaine sont labyrinthiques. Il est tout à fait possible que je sois passé devant la véranda en me rendant à la bibliothèque. » Aucune contradiction. « Peut-être, répondit Poirot, mais on se demande pourquoi un tel détail a autant d'importance. Vous semblez inquiet à ce sujet. » Le regard de Denham s'assombrit un instant avant qu'il ne retrouve son calme. « Je vous assure que j'ai la conscience tranquille. » « Mais la conscience, dit doucement Poirot, est fragile. Elle peut se tordre et se plier pour protéger des secrets, surtout quand ces secrets sont dangereux. » Un silence tendu s'installa. L'inspecteur Reynolds griffonnait furieusement dans son carnet, visiblement impressionné par les subtilités de Poirot. Lady Edith Pembroke, l'élégante veuve au sourire énigmatique, était assise, posée et pourtant impénétrable. Sa relation avec la victime était complexe, mélange d'anciennes alliances et de discordes récentes. « Lady Edith, dit Poirot, votre histoire avec Lord Alistair dure depuis de nombreuses années. Pourtant, votre grâce est glaciale. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce qui se cache réellement derrière ?» Les yeux de Lady Edith se plissèrent légèrement. Lord Alistair était un homme exigeant, souvent trop. Loyauté, obéissance. Des qualités que j'appréciais, mais que j'avais du mal à satisfaire pleinement. Un homme qui exige la loyauté peut aussi provoquer la rébellion, observa Poirot. Votre loyauté a-t-elle jamais vacillé, madame ? Son souffle s'arrêta, mais elle répondit fermement. Je ne ferai jamais de mal à Lord Alistair, même en pensée. Pourtant, parfois, le mal n'est pas causé par la main, mais par les mots, par le silence, par les secrets gardés et brisés, dit doucement Poirot, laissant les mots flotter dans l'air chargé. Il a ensuite introduit une nouvelle technique, un exercice de narration. Chaque suspect était invité à raconter les événements de la soirée selon son propre point de vue, non pas uniquement en fonction de la chronologie, mais à travers le prisme de ses expériences émotionnelles. Geneviève prit la parole, la première, décrivant ses tâches en cuisine, sa brève rencontre avec Lord Alistair, et un malaise grandissant qu'elle ne parvenait pas à expliquer complètement. Sa voix ne trembla qu'une seule fois, lorsqu'elle évoqua le regard froid de la victime pendant le dîner. La version de Denham était précise, mais elle vacillait parfois sous l'examen attentif de Poirot, notamment concernant ses déplacements, près de la véranda. Ses doigts tremblaient, subtilement, tandis qu'il racontait ses moments, trahissant une nervosité qu'il cherchait à dissimuler. Le récit de Lady Edith était élégant mais rigoureusement maîtrisé. Son récit omettait des moments clés, ne révélant que des fragments des émotions profondes qui circulaient entre elle et la victime. Poirot observait attentivement tout au long de la scène, les lueurs dans les yeux de Denham, le pincement des lèvres de Lady Edith, la déglutition rapide de Geneviève lorsqu'on l'interrogeait sur l'humeur de la victime. Ces petits gestes étaient les fils de la toile de tromperie que Poirot démêlait. Puis, avec une désinvolture délibérée,
Poirot mentionna un détail particulier découvert par l'équipe médico-légale. Des traces d'une herbe inhabituelle, connue pour provoquer une paralysie temporaire, avaient été trouvées dans la cuisine. Une légère ondulation parcourut le groupe. Une herbe? La voix de Geneviève était ferme, mais Poirot sentit une légère contraction dans sa gorge. « Oui, madame, » dit Poirot. « Il semble que Lord Alistair ait ingéré quelque chose qui l'a rendu vulnérable. On se demande qui a eu accès à une telle substance. » Son regard parcourut la pièce, puis se posa sur Geneviève. « C'est toi qui prépares les repas, non? Étais-tu au courant de la présence de cette herbe? » Geneviève secoua lentement la tête. « Jamais, monsieur. Ce serait imprudent et dangereux. » « Et pourtant, » dit doucement Poirot, « l'herbe a été trouvée ici, dans votre cuisine. » Le sang-froid de Geneviève se brisa un instant. « Je n'ai aucune explication. » Les yeux de Poirot brillèrent d'une lueur entendue. La cuisine est un lieu de création, certes, mais elle peut aussi être le théâtre de performances plus sombres. Qui, je me le demande, chercherait à utiliser de tels moyens? L'atmosphère s'épaissit. Les visages autrefois masqués trahissaient désormais une pointe d'inquiétude. L'enquête psychologique de Poirot s'approfondit à mesure qu'il pressait chaque suspect de révéler, indirectement, ses motivations cachées. Il parla de loyauté et de trahison, d'ambition et de jalousie, de peur et de désespoir. Chaque mot était un outil, dévoilant des strates de tromperie. Les mains de Lady Edith serrèrent si fort son mouchoir que le tissu se tendait. L'assurance de Denham se fendait par de brefs moments d'évitement. Les yeux de Geneviève, d'ordinaire si contrôlés, brillaient d'un mélange de peur et de quelque chose de plus sombre. Peut-être de culpabilité, peut-être de chagrin. Poirot ne se laissait pas tromper par de simples mots. Il lisait les silences, les pauses, les minuscules trahisons physiques qui racontèrent leur propre histoire. À mesure que la soirée touchait à sa fin, le sang-froid des suspects s'effritait. La pression psychologique s'abattait sur leurs façades soigneusement construites. Pourtant, aucun n'avoua, aucun ne craqua complètement. Pourtant, l'esprit de Poirot s'emballait, chaque petit détail constituant une pièce d'un puzzle complexe. L'interaction des émotions, les déclarations contradictoires, les ressentiments cachés, tout cela s'entrelaçait en un motif que lui seul pouvait percevoir. Avec un doux sourire, il conclut. « Les petites cellules grises ont commencé à entrevoir la vérité, mes amis. Bientôt, les ombres qui cachent les coupables seront percées par la lumière. Patience, car la danse est loin d'être terminée. » Les suspects échangèrent des regards méfiants, chacun se demandant lequel d'entre eux serait le prochain à être révélé. Poirot, quant à lui, s'inclina légèrement, l'esprit déjà arrivé aux étapes suivantes, où le jeu psychologique s'intensifierait et où les vérités finales surgiraient de cet enchevêtrement de mensonges. La lumière matinale filtrait faiblement à travers les lourds rideaux du manoir, projetant une lueur tamisée sur la sombre demeure. Durant la nuit, l'atmosphère s'était épaissie de terreur et de suspicion, comme si les murs eux-mêmes absorbèrent la tension qui étreignait chaque âme. Hercule Poirot, toujours calme mais intérieurement alerte, arriva dans la salle du petit déjeuner, à 8 heures précises, accompagné de l'inspecteur Reynolds. Le brouhaha habituel des conversations polies était visiblement absent. À la place, un voile de malaise s'installait comme un épais brouillard. Alors que le petit groupe se rassemblait, ce fut Lady Edith Pembroke qui prit la parole la première, d'une voix mesurée mais empreinte d'une urgence évidente. « Monsieur Poirot, il y a eu un événement grave. » Le regard perçant de Poirot la fixa. « Je vous en prie, développez, madame. » Avant qu'elle puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, et une servante, essoufflée, entra, le visage pâle comme la craie. « Monsieur, vous devez venir immédiatement. Il y a eu un incident dans l'aile ouest. Monsieur Denham a été retrouvé inconscient, probablement empoisonné. » Un cri de surprise résonna dans la salle. Charles Denham, dont le charme et l'assurance avaient été un exemple de maîtrise de soi, était désormais lui-même victime. Sans hésitation, Poirot se leva gracieusement. « Montrez-moi la voie. » Le groupe suivit la servante à travers un labyrinthe de couloirs,
leurs pas résonnant de façon inquiétante. L'aile ouest était fermée depuis le meurtre, mais les portes s'ouvrirent alors, révélant une scène à la fois surprenante et angoissante. Charles Denham était étendu sur le sol poli de la bibliothèque, le visage pâle, les yeux clos, la respiration superficielle mais régulière. Un verre à moitié plein d'un liquide ambré était posé sur une table voisine. L'inspecteur Reynolds prit immédiatement les choses en main, vérifiant le pouls de Denham et scrutant la pièce à la recherche de tout signe de trouble. « Du poison, sans aucun doute, » murmura-t-il. « On essaie de le faire taire avant qu'il ne parle davantage. » Poirot s'agenouilla près de la victime, son regard perçant se posant sur la vitre. En effet, le poison doit agir rapidement, mais subtilement. Quelqu'un qui cherche désespérément à empêcher la vérité d'éclater. Tandis que Denham était transporté dans une pièce plus confortable, surveillé et soigné, l'esprit de Poirot s'emballa. Cette attaque n'était pas un accident. C'était une manœuvre calculée pour compliquer l'enquête et faire passer un message. Les suspects se retrouvèrent dans le salon, leurs visages exprimant un mélange de choc, de peur et parfois de satisfaction à peine voilée. Il était clair que l'atmosphère avait changé. Ce qui avait été un casse-tête intellectuel ressemblait désormais à un dangereux jeu de survie. Poirot reprit le devant de la scène, la voix ferme et autoritaire. « Mes amis, ce nouveau crime change la donne. Il confirme que les enjeux sont plus importants que nous l'imaginions. Le coupable est prêt à utiliser le poison non pas une fois, mais 2 fois, et à réduire au silence quiconque pourrait dévoiler la vérité. » Les mains de Geneviève Laroche tremblaient légèrement, tandis qu'elle agrippait la coudoir de son fauteuil. « Mais monsieur Poirot, qui parmi nous ferait une chose pareille? Faire du mal à Charles ?» Le regard de Poirot parcourut la pièce, s'attardant un instant sur chaque visage. « C'est précisément ce que nous devons déterminer, madame. Nous devons également réfléchir à ce que monsieur Denham a pu découvrir, ou avait l'intention de révéler. » L'inspecteur Reynolds a partagé les résultats de ses investigations préliminaires. Nous avons trouvé des traces de la même herbe inhabituelle dans le verre dans lequel M. Denham a bu. Il semble que le poison soit le même, que celui qui a affecté Lord Alistair. Un murmure collectif parcourut le groupe. La prise de conscience du lien entre les 2 attaques ajoutait à la complexité et au danger. Poirot se leva, les doigts croisés pensivement. Cela confirme plusieurs choses. Premièrement que le meurtrier a accès à cette herbe rare, un détail qui réduit considérablement le cercle des suspects. Deuxièmement, que le meurtrier se sent menacé par la connaissance ou la présence de M. Denham. Troisièmement, et surtout, que nous avons affaire à un adversaire rusé, qui ne sous-estime ni les enjeux ni les conséquences. L'expression de Lady Edith se durcit. « Monsieur Poirot, je crains que nous ne soyons tous prisonniers dans cette maison, suspects d'un jeu mortel. Quel recours avons-nous maintenant ?» Les yeux de Poirot brillaient d'une résolution sereine. « Le jeu est devenu périlleux, certes, mais le danger apporte la clarté. Nous devons redoubler d'efforts, observer attentivement et écouter attentivement. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une gravité tranquille. « Je crois aussi qu'il y a une autre vérité qui reste à découvrir. Une vérité cachée non pas dans les preuves évidentes, mais dans les relations et les émotions qui nous unissent tous. » Le regard de Geneviève se posa sur ses genoux et elle murmura « Monsieur Poirot, j'ai une confession à vous faire. » La salle tomba dans un silence stupéfait. Poirot lui accorda toute son attention. « Allez-y, madame. » La voix de Geneviève tremblait tandis qu'elle parlait. « La nuit du meurtre, je n'étais pas dans la cuisine comme je le prétendais. Je suis sorti brièvement voir Lord Alistair à la bibliothèque. Je voulais lui demander un service, mais notre conversation était tendue. » Elle déglutit difficilement. « Je ne lui ai fait aucun mal, je le jure, mais je crains qu'il ne se soit passé autre chose pendant ce temps-là. À mon retour, j'ai trouvé la cuisine dérangée et l'herbe disparue. » Poirot hocha lentement la tête, assimilant cette nouvelle pièce du puzzle. « Votre aveu est à la fois courageux et crucial, madame. Il révèle une lacune dans la chronologie qui mérite d'être explorée plus en profondeur. » Il se tourna vers les autres. « Cela suggère également que l'herbe a été prise pendant votre absence, Geneviève. Celui qui y avait accès savait précisément quand agir. » L'inspecteur Reynolds intervint.
Nous devrons rechercher toutes les cachettes possibles pour trouver d'autres traces de cette herbe et interroger à nouveau chaque suspect. Le regard perçant de Poirot se posa sur Lady Edith. « Madame, vos remarques précédentes laissaient entrevoir des tensions avec Lord Alistair. Souhaitez-vous en dire davantage maintenant que les enjeux sont montés en flèche ?» Lady Edith expira lentement, son masque de retenue se fissurant juste assez. Lord Alistair et moi étions en désaccord sur bien des points. Ses ambitions impitoyables entraient souvent en conflit avec mon sens moral. Mais je n'aurais jamais recours au meurtre. Une lueur de quelque chose de non dit passa entre elle et Poirot. Une reconnaissance que peut-être la vérité n'était pas si simple. Poirot s'adressa ensuite à l'ensemble du groupe. Il est clair pour moi que la confiance du meurtrier s'effrite. C'est pourquoi il a eu recours à cet empoisonnement imprudent de M. Denham. Pourtant, le désespoir engendre souvent des erreurs. Il sourit faiblement, une lueur de triomphe dans les yeux. Nous verrons bien ce que ces erreurs révéleront avec le temps. La journée s'écoula dans un silence tendu, seulement interrompu par de nouveaux interrogatoires et des fouilles minutieuses du manoir. Les petites cellules grises de Poirot étaient en pleine activité, reliant des indices disparates pour en faire un tout cohérent. À l'approche du soir, il réunit à nouveau la maisonnée dans le salon. Son regard était fixe, ses manières patientes mais autoritaires. « Mes amis, les événements d'aujourd'hui ont révélé non seulement de nouveaux dangers, mais aussi de nouvelles vérités. Le mystère s'épaissit, mais je suis certain que nous sommes à l'aube d'une révélation. » Il se tourna vers Geneviève. « Madame, vos aveux étaient courageux. Nous enquêterons en détail dès que vous aurez quitté la cuisine. » Puis, à l'inspecteur Reynolds, « Poursuivez votre enquête sur l'origine de l'herbe et sur qui y a eu accès. Nous devons également réexaminer les alibis à la lumière de ces nouvelles informations. » Le regard de Poirot parcourut la pièce et son ton devint calme mais insistant. « Ayez confiance, les petites cellules grises travaillent avec diligence. Bientôt, les pièces manquantes du puzzle se mettront en place. » Les invités échangèrent des regards nerveux, chacun réfléchissant à la gravité mortelle du nouveau crime et à ses implications. Poirot se rassit, une expression sereine adoucissant ses traits anguleux. « En fin de compte, mes amis, la justice doit prévaloir, non seulement pour Lord Alistair, mais pour tous ceux qui sont pris dans ce réseau de secrets et de mensonges. » À mesure que la nuit s'épaississait, le manoir ressemblait moins à un lieu d'élégance qu'à une forteresse d'ombre. Pourtant, au cœur de ces ténèbres, l'esprit de Poirot brillait tel un phare, perçant les ténèbres par sa logique, sa perspicacité et sa quête inébranlable de la vérité. Le silence pesant du manoir n'était rompu que par le léger tic-tac de l'horloge comtoise dans le hall, marquant le temps comme si elle aussi anticipait la révélation qui l'attendait. Hercule Poirot se tenait près de la fenêtre du salon, son regard scrutant la brume tourbillonnante qui enveloppait les jardins. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée. Chaque personne présente était accablée de peur inexprimée et de suspicions grandissantes. Après les événements dramatiques de la journée, la tension était devenue insoutenable. Chaque invité se retranchait dans ses angoisses, hanté par la certitude que le meurtrier rôdait parmi eux, prêt à frapper à nouveau si nécessaire. Poirot, lui, était serein. Son esprit était un labyrinthe d'ordre et de clarté au milieu, du chaos. Il savait que sous la surface, l'écheveau de mensonges commençait à se défaire. Réunissant à nouveau la maisonnée, Poirot s'adressa à eux avec une autorité tranquille. « Mes amis, ce soir, nous sommes plus près de la vérité que jamais. La toile est complexe, mais la patience et l'observation en perceront le voile. » Son regard se posa sur Geneviève Laroche, dont les aveux précédents avaient fait des vagues dans l'enquête. « Madame, vous avez fait preuve de courage en révélant votre visite à Lord Alistair. Je crois que la clé de ce mystère réside dans ce qui s'est passé lors de cette brève rencontre. » Geneviève hocha la tête, les mains jointes. « Monsieur Poirot, je dois vous en dire plus. Quand je suis entré dans la bibliothèque, Lord Alistair n'était pas seul. Charles Denham était avec lui, et leur conversation fut animée, bien plus que je ne l'aurais cru. » Le regard de Poirot s'éclaircit. « Ah, une confrontation. Quel était le sujet ?»
Geneviève hésita, puis parla à voix basse. De l'argent, monsieur. On parlait d'une affaire ratée, de dettes et de menaces. Lord Alistair était furieux, et Charles semblait prêt à tout pour le calmer. La salle s'agita de murmures. Les motivations financières ajoutaient une nouvelle dimension à ce puzzle déjà complexe. Poirot hocha la tête d'un air pensif. Les ennuis financiers peuvent engendrer ressentiment et désespoir. L'attaque de M. Denham prend une nouvelle dimension. Il se tourna vers l'inspecteur Reynolds. « Je veux un compte-rendu complet des transactions et des dettes de Denham, en particulier celles envers Lord Alistair. » Reynolds baissa la tête. « Ce sera fait, monsieur Poirot. » Poirot se concentra ensuite sur Lady Edith Pembroke. « Lady Edith, votre relation avec la victime était compliquée. Ce soir, je vous demande d'être totalement franche. Y a-t-il eu récemment des disputes ou des secrets que vous auriez cachés ?» Le sang-froid de Lady Edith vacilla un bref instant. Lord Alistair et moi étions souvent en désaccord, surtout sur ses ambitions et ses méthodes. Je craignais qu'il ne devienne imprudent et ne nous mette tous en danger, mais je n'ai gardé aucun secret, sauf un, qui me pèse lourdement. Sa voix s'adoucit. J'ai découvert une lettre, adressée à Lord Alistair, qui parlait d'une trahison au sein de notre cercle. Un proche qui cherchait à contrecarrer ses plans. L'intérêt de Poirot fut piqué. Une trahison de l'intérieur. C'est crucial, madame. Puis-je voir cette lettre ? Lady Edith sortit le billet froissé, les doigts tremblants, tandis qu'elle le tendait à Poirot. La lettre était brève, mais glaçante. Méfiez-vous du serpent qui est parmi vous. Ne faites confiance à personne, car les ténèbres s'épaississent. Poirot examina l'écriture, les sourcils froncés. Ceci a été écrit par quelqu'un qui connaît bien le cercle intime de Lord Alistair. C'est un avertissement, et peut-être une menace. Il leva les yeux, le regard perçant. Qui parmi vous pourrait être considéré comme ce serpent ? Les invités échangèrent des regards inquiets, la suspicion ondulant comme un courant sombre. Poirot insista et se tourna vers Geneviève. « Madame Laroche, votre allusion à l'herbe utilisée pour empoisonner Lord Alistair et M. Denham est incontournable. Avez-vous une idée de la façon dont elle s'est retrouvée dans votre cuisine ?» Geneviève secoua la tête. « Non, monsieur. Je garde ma cuisine en ordre et je ne permettrai jamais une telle chose. » Le regard de Poirot était inflexible. Pourtant, le poison a été trouvé dans votre domaine, un domaine où les autres pénètrent rarement. La voix de Geneviève trembla. Une seule personne a libre accès, l'assistante personnelle de Lord Alistair, mademoiselle Marjorie Hales. Elle gère les fournitures et les livraisons. Poirot hocha la tête. « Mademoiselle Hales, voulez-vous vous joindre à nous ?» Marjorie entra promptement, l'air calme et posé. Poirot ne perdit pas de temps. « Mademoiselle Hales, avez-vous connaissance de livraisons ou de substances inhabituelles récemment introduites au manoir ? Quelque chose qui pourrait expliquer la présence de cette herbe ?» Les yeux de Marjorie vacillèrent brièvement. « Non, monsieur Poirot. Je gère les commandes et je tiens un registre méticuleux. Rien d'inhabituel n'est arrivé. » Le regard perçant de Poirot scruta son visage. « Et qu'en est-il de votre relation avec Lord Alistair ? Y a-t-il eu des tensions ou des disputes ?» Marjorie retrouva son sang-froid. Lord Alistair était exigeant, certes, mais j'étais loyal. Je ne lui ferai jamais de mal. Poirot remarqua la fermeté de sa voix, mais aussi le léger tremblement de ses mains. La loyauté est précieuse, mais elle est parfois mise à l'épreuve de manière inattendue. L'enquête s'est alors concentrée sur les alibis, les mobiles et les opportunités avec une vigueur renouvelée. Poirot a systématiquement examiné les allées et venues de chaque suspect durant les périodes critiques. L'absence de Geneviève à la cuisine fut confirmée, mais les horaires exacts furent vagues. Les explications de Lady Edith révélèrent des incohérences concernant ses déplacements du soir. Marjorie resta muette sur ses activités, mais montra des signes de malaise lorsqu'on l'interrogea sur les livraisons. Poirot sentit la tension monter à mesure que les soupçons s'intensifiaient. Il décida qu'il était temps d'employer une stratégie, subtile mais efficace. La reconstitution de la scène de crime et de sa séquence, impliquant les suspects dans la reconstitution de leurs mouvements. Le salon devint le théâtre de ce drame délicat. Poirot attribua des rôles
et demanda à chacun de décrire et de démontrer ses actions et ses déplacements, tandis que les autres observaient attentivement. Geneviève a décrit son bref départ à la bibliothèque. Lady Edith et Marjorie ont détaillé leurs déplacements dans les couloirs du manoir. Charles Denham, en convalescence mais affaibli, a été appelé pour clarifier sa chronologie. Au fur et à mesure que la reconstitution se déroulait, de petites contradictions apparurent. Des pas entendus à des heures inhabituelles, des portes laissées entr'ouvertes, une légère odeur persistant près de la véranda que personne ne pouvait expliquer. L'esprit vif de Poirot rassembla les fragments disparates. La présence de l'herbe, les boissons empoisonnées, les menaces murmurées et les alliances cachées formaient une tapisserie au cœur sombre. Dans un soudain éclair de lucidité, Poirot leva la main. « Mes amis, je crois que le moment est venu de révéler ce que les petites cellules grises ont découvert. » Tous les regards se tournèrent vers lui. L'anticipation était palpable dans l'air. « L'herbe utilisée comme poison est rare et puissante, » commença Poirot, « et son accès est limité. On ne la trouve qu'à un seul endroit du manoir, le bureau privé de Lord Alistair, où il conservait une collection de plantes exotiques et de remèdes. » Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots se poser. Seule une personne bien informée et capable aurait pu prendre l'herbe et l'administrer. De plus, la présence de résidus d'herbe près de la serre suggère que l'agresseur a agi avec précaution, laissant des indices subtils ou cherchant peut-être à tromper la vigilance. Le regard de Poirot se fixa sur Marjorie Hales. « Mademoiselle Hales, vous êtes la clé de ce mystère. Vous avez accès au bureau et gérez les provisions du manoir. Pourtant, votre alibi est des plus fragiles, et votre comportement des plus tendus. » Le visage de Marjorie pâlit, et, pour la première fois, elle hésita. « Monsieur Poirot, j'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma position et ceux qui me sont chers. La nature impitoyable de Lord Alistair m'a attiré des ennemis, et j'ai craint pour mon avenir. » Poirot hocha la tête, compatissant mais ferme. « La peur engendre souvent des actes désespérés, mais la justice exige des comptes. » Il se tourna ensuite vers les autres. « Le serpent dans la lettre, les trahisons, les boissons empoisonnées, tout mène ici. » À mesure que les aveux se déroulaient, les autres suspects réagissaient avec stupeur, soulagement ou incrédulité. Les couloirs ombragés du manoir semblaient s'éclaircir à mesure que le voile se levait. Poirot conclut avec sa grâce habituelle. Justice sera rendue et les innocents seront libérés de tout soupçon. La danse de la tromperie est terminée, mes amis. La vérité a émergé de l'ombre. La maisonnée expira comme libérée d'un sort. La longue nuit de secrets, de mensonges et de dangers avait porté ses fruits amers. Dehors, la brume commença à se lever, révélant les premiers faibles rayons de l'aube, symbole de la lumière durable de la vérité, perçant même les nuits les plus sombres. Le salon du château de la Lierre avait rarement accueilli une assemblée plus tendue quand, cette fin de soirée d'automne, les flammes de l'âtre de pierre projetaient des ombres vacillantes sur les murs tapissés, et l'orage extérieur faisait trembler les fenêtres à meneaux comme si elles faisaient écho aux turbulences intérieures de ses occupants. Hercule Poirot se tenait au centre de la pièce, les mains jointes sur sa canne à bout d'argent, ses chaussures vernies reflétant la douce lueur du feu. À sa gauche était assise mademoiselle Clarisse Vautrin, les yeux rouges mais secs, les bras croisés, fermement sur la défensive. À côté d'elle, Jean-Luc Delorme, le maître d'hôtel, tapait du pied d'un rythme anxieux. Le capitaine Masson occupait le fauteuil à oreille près du feu, sa pipe éteinte entre ses dents serrées, tandis qu'Héloïse Bonnemain, la sommelière, se tenait rigidement près du chariot à boissons. Au fond, Lucien Barret, le pâtissier, jouait avec son tablier, l'enroulant autour de ses doigts comme un enfant pris en flagrant délit. Tous les suspects étaient présents. La partie touchait enfin à sa fin. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix claire et posée, « vous me permettrez, n'est-ce pas, une dernière indulgence ? Vous exposez toute la vérité, maintenant que tous les ingrédients sont dans le pot, pour ainsi dire. » Il n'y eut aucune protestation. Personne n'osa rompre le silence qui régnait comme une cloche sur la pièce. « Le meurtre du chef Armand Gauthier, » dit Poirot en marchant lentement, « n'était pas un simple crime impulsif, non. Il a été planifié,
exécuté et camouflé avec une précision remarquable, mais pas suffisamment pour échapper à l'attention d'Hercule Poirot. Il laissa la phrase en suspens un instant, les yeux scrutant chaque visage. Vous voyez, quand on considère la psychologie derrière l'acte, quand on pense vraiment avec petites cellules grises, le mobile n'apparaît pas dans des taches de sang ou des empreintes digitales, mais dans des contradictions. Et les contradictions, mes amis, abondent. Il se tourna brusquement vers le capitaine Masson. Vous prétendiez avoir entendu des voix s'élever dans la cuisine peu après 11 heures. Pourtant, l'horloge du hall s'est arrêtée à 10h47, lorsque la foudre a frappé et a déclenché le fusible. Personne ne l'a réenclenché. Comment, alors, avez-vous pu connaître l'heure avec autant de précision ? Masson se raidit. Ce n'était qu'une estimation. Non, répondit doucement Poirot. Vous vouliez nous faire croire que vous aviez entendu une dispute, alors qu'en réalité, vous n'étiez jamais près de la cuisine. Vous avez simplement répété une histoire improvisée, inventée par quelqu'un d'autre. Poirot se tourna vers Clarisse. Mais la tromperie a commencé. Bien plus tôt, n'est-ce pas, mademoiselle Vautrin ? Clarisse releva le menton. Tu crois que je l'ai assassiné ? Je crois, dit Poirot avec délicatesse, que vous le détestiez. Mais je ne crois pas que vous l'ayez tué. Non. Votre haine est une haine de l'âme, pas de la main. Armand vous a humilié professionnellement, a rejeté vos idées novatrices, s'est moqué de votre dévouement à la nouvelle cuisine. Ainsi, lorsqu'il a été retrouvé mort, votre silence était motivé par l'orgueil, non par la culpabilité. Clarisse détourna le regard, mais ne répondit pas. Poirot poursuivit. Jean-Luc Delorme, vous aviez tout pour gagner en prestige. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était la carafe cassée dans la cave. Celle qui, selon vous, avait glissé en allant chercher un porto rare. Étrange, non ? Car aucun vin de ce genre ne manquait à l'inventaire. Delorme ouvrit la bouche, la referma, et mademoiselle Héloïse, le sommelier, dont le palais peut distinguer une syrah d'un Shiraz les yeux bandés, n'a pas détecté le goût de cyanure dans la sauce. Curieux, non ? À moins, bien sûr, que vous n'y ayez jamais goûté. Je préparais les accords mets et vins, dit-elle précipitamment. Mais la sauce en question était assortie à votre choix. Pourtant, je soupçonnais que votre oubli était dû à une distraction, et non à une malveillance. Votre liaison avec Armand Gauthier, même si elle était restée secrète, était connue du personnel de cuisine. Et lorsqu'il vous a écarté pour un jeune sous-chef italien, votre humiliation a été immense. Poirot s'arrêta et s'avança, doucement devant Lucien Barret, le chef pâtissier. Vous étiez silencieux, monsieur Barrette. Trop silencieux. Vous faisiez semblant d'être timide, maladroit, effrayé, mais vous avez commis une erreur. Les yeux de Lucien s'écarquillèrent. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Vous êtes un pâtissier d'une précision reconnue. Le timing, le détail, la régularité, ce sont vos maîtres mots. Pourtant, vous avez oublié de refroidir la pâte à millefeuille ce soir-là. Clarisse me l'a dit. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui a bien pu causer un tel oubli ? Puis, je me suis souvenu de la demande spéciale du chef Gauthier pour son petit plaisir du soir. Des poires pochées au sirop de safran. Les yeux de Lucien s'écarquillèrent. Ce sirop, poursuivit Poirot, a été livré à sa suite dans une saucière en argent. On l'a retrouvé dans le monte-plat quelques heures plus tard. Il ne contenait que des traces, à peine, suffisantes pour être testées, mais une légère odeur d'amande persistait. Pas assez forte pour tuer en une seule dose, à moins que... Poirot se tourna vers la table d'appoint et souleva la serviette pliée qu'il y avait posée plus tôt. Dessous se trouvait la petite fiole marron récupérée dans la trousse à outils de Lucien. À moins qu'il n'ait été amélioré, des halètements emplirent la pièce. Personne n'a pensé à vérifier vos ustensiles, monsieur Barrette. Dit doucement Poirot. Les ustensiles de pâtisserie sont délicats, précis, on les oublie facilement. Mais c'est votre seringue pour dresser la crème anglaise au citron qui contenait encore des résidus de cyanure. Vous avez empoisonné le sirop de safran destiné au plaisir nocturne d'Armand. Lucien se laissa retomber sur sa chaise, la couleur quittant ses joues. « Je n'ai jamais voulu le tuer, » murmura-t-il. « Juste le rendre malade, lui faire peur. Il a ruiné des vies, des carrières. Il a chassé ma sœur Céline de Paris, l'a accusée de vol lorsqu'elle a refusé ses avances. Elle n'a plus jamais cuisiné.
Je voulais juste lui faire peur. Mais tu as fait une erreur de calcul, dit doucement Poirot. Comme tous les meurtriers, le silence qui suivit ne fut rompu que par le crépitement du bois de chauffage. L'inspecteur Vernier, qui observait silencieusement depuis un coin, s'avança. « On va l'emmener, monsieur. » Poirot hocha la tête solennellement. Tandis qu'on emmenait Lucien, il n'avait pas l'air provocateur, mais brisé, comme un soufflet effondré de l'intérieur. Poirot se tourna vers les autres. « Oh là, c'est fini, mes amis. Le soufflet de la tromperie est retombé. Justice est rendue, pas toujours brûlante, mais avec un juste équilibre. » Clarisse laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu. Jean-Luc se massa les tempes. Héloïse s'approcha du chariot et se servit un cognac. Dehors, la pluie s'était calmée. Poirot s'approcha de la fenêtre et regarda la brume qui s'enroulait autour du domaine, comme la vapeur s'échappant d'un plat fraîchement découvert. « J'ai toujours dit, murmura-t-il, qu'en cuisine et dans la vie, la recette du désastre est simple. Une pincée d'orgueil, un soupçon de vengeance et de la chaleur appliquée trop vite. » Et sur ce, il ajusta ses poignets, redressa sa moustache et se tourna pour faire face au reste rafraîchissant de la soirée. Le lendemain de la confession, le château de la Lierre régnait dans l'étrange silence d'un théâtre après le rideau final. La grande salle, autrefois animée par les préparatifs et le tintement de l'argenterie, semblait désormais éteinte. Dehors, le brouillard s'accrochait aux haies taillées et la fontaine de la cour ruisselait avec un dédain discret, comme indifférente au drame qui s'était déroulé à portée de voix. Poirot était assis seul dans le salon du petit-déjeuner, un croissant et une tasse de café noir posés devant lui avec une propreté quasi monacale. Hastings, de retour d'une nuit passée dans un village voisin, entra dans la pièce au moment même où Poirot beurrait le croissant avec une précision chirurgicale. « Dites donc, Poirot, » dit Hastings en se versant du thé. « Quelle affaire, hein, Lucien Barret, je n'aurais jamais cru ça en 100 ans. » Poirot esquissa un petit sourire amusé. « Non, mon ami, c'est pourquoi il est heureux que vous n'ayez pas eu à gagner votre vie en appliquant les petites cellules grises. » « Mais vous le soupçonniez depuis le début ? » ?»« Pas au début, » admit Poirot en essuyant une miette de la table avec sa serviette. « Je les soupçonnais tous, bien sûr. Mais il faut affiner les soupçons, n'est-ce pas ? La clé était de comprendre la psychologie, non seulement du tueur, mais aussi de la victime. Armand Gauthier, dit Hastings, une vraie brute, à ce qu'il paraît. En effet, un homme au talent exceptionnel et au caractère regrettable. Il exerçait un contrôle absolu sur sa cuisine et sur ceux qui y travaillaient. Mais de tels hommes se font des ennemis non par hasard, mais par calcul. Ils blessent avec précision. Ils provoquent la tempête. Hastings sirota son thé. Alors Lucien l'a tué à cause de sa sœur. Poirot inclina la tête. Céline Barret, elle avait été l'une des apprenties les plus prometteuses de Gauthier. Mais lorsqu'elle repoussa ses avances, il orchestra sa chute. Il l'accusa d'avoir volé du safran, un mensonge mesquin et humiliant. Elle quitta Paris en disgrâce. Et Lucien, le pauvre Lucien silencieux, intériorisa l'injustice. Mais pourquoi maintenant ? Poirot tapota doucement sa cuillère contre sa tasse. Ah, question de timing. Voyez-vous, Lucien avait prévu d'empoisonner le dîner privé d'Armand, un plat que lui seul consommerait. Le sirop de safran, si délicieusement aromatique, était le véhicule idéal. Mais le dosage fut mal dosé. Lucien visait la maladie, pas la mort. Il croyait pouvoir faire taire Gauthier par la peur. Mais la constitution de cet homme, déjà affaibli par l'alcool et le stress, le trahit. Mais c'est un homicide involontaire, pas un meurtre, objecta Hastings. Non, répondit Poirot fermement. C'est un meurtre aux yeux de la loi. Lucien a introduit un poison dans la nourriture d'un homme avec l'intention de lui faire du mal. Il a joué avec la vie d'autrui et l'issue a été fatale. La loi se moque qu'il ait regretté par la suite. Hastings fronça les sourcils, pensif. Il semblait sincère, plein de remords. Poirot hocha la tête. La culpabilité a sa saveur, mon ami. Elle persiste, mais la justice ne se fait pas uniquement par le remords. À ce moment-là, l'inspecteur Vernier entra dans la pièce, chapeau à la main. « Monsieur Poirot, Barret a été conduit à Angers pour interrogatoire. J'ai parlé au juge d'instruction. Des poursuites seront engagées. » « Bon, » dit Poirot d'un ton définitif.
La vérité est comme un soufflet, inspecteur. Il faut la manipuler avec douceur. Sinon elle s'effondre sous son propre poids. Vernier eut un petit rire. Une analogie pertinente, compte tenu des circonstances. Il partit peu après, et Poirot reporta son attention sur le paysage extérieur. Le brouillard commençait à se lever. Un jardinier taillait un rosier, coupant soigneusement les pétales fanés. Hastings se renversa dans son fauteuil. « Alors, c'est fini ?» Poirot fronça légèrement les sourcils. « Pas tout à fait. »« Hein ?» Poirot fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite enveloppe. Il la tendit à Hastings sans un mot. Hastings l'ouvrit et fronça les sourcils. « Une recette ? » ?»« Oui, » dit Poirot. « Une recette manuscrite de Gautier lui-même, mais il n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser. Elle a été retrouvée dans sa suite, posée sur le plateau à côté de la sauce empoisonnée. Regardez bien. » Hastings plissa les yeux. C'est daté du matin du meurtre. Les yeux de Poirot brillèrent. Exactement. Un nouveau plat, destiné à son prochain menu. Il l'appelait poire de réconciliation, poire de la réconciliation. Ce devait être un rameau d'olivier, au sens propre comme au sens figuré, pour Clarisse. Il avait prévu de la rétablir dans son poste de co-chef et de lui attribuer le mérite de l'inspiration. Mais pourquoi ne le lui a-t-il pas dit ? Demanda Hastings. L'orgueil, dit Poirot en haussant les épaules. Et le timing. Gautier s'était fait beaucoup d'ennemis en usant de son autorité avec acharnement. Il craignait sans doute d'être rejeté, ou pire, de perdre le contrôle. Mais ce matin-là, il avait changé d'avis. Peut-être après avoir examiné son dernier menu. On ne le saura jamais. Hastings secoua la tête. Alors, si Lucien n'avait attendu ne serait-ce qu'un jour de plus, alors Armand Gautier aurait peut-être été racheté, conclut Poirot. Mais la vie, comme la cuisine, dépend souvent d'un seul faux pas. Il y eut une longue pause entre eux. Finalement, Poirot se leva et ajusta les poignets de sa chemise, soigneusement repassés. « Nous avons fait notre devoir, Hastings. Et maintenant, je crois qu'il est temps de quitter le château. Le temps s'éclaircit et j'entends que le train pour Paris part dans 2 heures. » Ils rassemblèrent leurs affaires et dirent adieu au personnel restant, qui rôdait dans l'ombre du couloir, tels des fantômes dans un théâtre abandonné. Clarisse Vautrin adressa un léger signe de tête à Poirot, une gratitude teintée d'amertume. Alors qu'il sortait, le soleil perça le brouillard, illuminant le chemin de gravier d'une chaleur soudaine. « Tu crois que Clarisse va rester ?» demanda Hastings alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Poirot réfléchit. « Je pense qu'elle va essayer, mais certaines cuisines, mon ami, sont trop enfumées pour être nettoyées par un seul plat. Elle pourrait bien chercher d'autres. » Horizon. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment, la campagne défilant en vert et or. Puis Hastings demanda « Vous êtes-vous déjà demandé, Poirot, si vous manquèrent quelque chose ? Je veux dire, et si un jour tu te trompais ?» Poirot sourit faiblement. « Ah, mon cher Hastings, je n'ai pas peur d'avoir tort. J'ai peur de ne pas savoir. Il y a une différence, mais on ne peut pas empêcher toutes les tragédies. On ne peut que trancher proprement, assaisonner avec soin, et rendre justice avant qu'elle ne refroidisse. » Alors que la gare se profilait devant eux, Poirot se tourna une fois de plus vers la campagne. Le château, désormais à peine une silhouette, dans la brume matinale, disparaissait de leur vue. Il ajusta son chapeau, monta sur l'estrade et, avec un calme absolu, dit « Laissons la cuisine derrière nous, mon ami. Il y a toujours d'autres repas à préparer. » Et sur ces mots, Hercule Poirot monta dans le train, ses chaussures étincelantes, sa moustache immaculée, son esprit déjà tourné vers le plat suivant du banquet sans fin du mystère humain. Le salon du château de la Lierre était aménagé, avec une élégance délibérée, le même espace où Poirot avait initialement convoqué la maisonnée, à nouveau rempli des suspects. L'atmosphère était tendue par l'impatience, la lumière déclinante filtrant doucement à travers les rideaux de dentelle, projetant de longues ombres qui dansaient, tels des spectres parmi le mobilier richement décoré. Poirot se tenait au fond de la salle, le regard calme mais perçant, les lignes précises de sa moustache hérissée de détermination. Autour de lui étaient assis Clarisse Vautrin, Lucien Barret, Madame Duval,
l'inspecteur Vernier et quelques membres du personnel encore présents, tous captivés et inquiets. « Mesdames et messieurs, commença Poirot d'une voix mesurée et polie, nous sommes arrivés au moment où la vérité doit être dite, où les fils emmêlés de cette malheureuse affaire sont démêlés par l'aiguille de la raison. » Il s'arrêta, laissant son regard se poser sur chaque personne, attirant leur attention, invitant à la confession ou à la défense. Tout d'abord, rappelons-nous la victime, Armand Gauthier, un homme au grand talent culinaire, mais aussi un homme qui détenait le pouvoir comme une arme, blessant ceux qui l'entouraient. Son traitement brutal envers son personnel lui a valu plus d'un ennemi. Le regard de Poirot s'aiguisa, mais ce n'est que récemment que cette inimitié est devenue mortelle. Il se tourna vers Lucien Barret, dont le visage pâle trahissait la tension intérieure. « Lucien, vous avez avoué avoir introduit du poison dans la nourriture de M. Gauthier, un poison destiné à provoquer la maladie, et non la mort. Pourtant, l'homme est mort. C'est vrai, mais votre acte n'était pas un meurtre de sang-froid, mais un acte de désespoir, une tentative de protéger votre sœur de l'injustice. » Lucien hocha la tête, la voix tremblante. « Je n'ai jamais voulu le tuer, seulement l'arrêter. » Poirot inclina la tête. « Oui, pourtant, la loi doit juger l'intention comme les conséquences. Vos remords sont évidents, mais ils n'effacent pas la gravité de vos actes. » Puis les yeux de Poirot se posèrent sur Clarisse. « Madame Vautrin, vous avez été inébranlable, mais votre implication dans ce drame est plus complexe qu'il n'y paraît. Vous avez cherché à retrouver votre place en cuisine, à retrouver votre dignité après le licenciement brutal de M. Gauthier. Et pourtant, votre loyauté envers Lucien était sincère. » Les doigts de Clarisse se resserrèrent autour de son mouchoir. « J'ai fait ce que j'ai pu, pour ma famille. » Poirot sourit doucement. « Et ça aussi, c'est un défaut humain. Mais ce n'est pas un crime. » Il se tourna vers l'inspecteur. « Inspecteur Vernier, les preuves matérielles et les témoignages concordent avec les aveux de Lucien. Pourtant, et si je vous disais qu'il y avait un détail supplémentaire, un indice subtil, qui avait été oublié ?» Vernier haussa un sourcil. « Vous avez découvert quelque chose de nouveau, monsieur Poirot ?» Poirot souleva un petit objet, de la table, une délicate cuillère en argent avec une légère bosse sur son bol. « Cette cuillère, dit-il, était celle qui servait à remuer le sirop de safran, la sauce empoisonnée. Elle était cabossée, comme s'il s'agissait d'une lutte. » Il se rapprocha de Lucien. « Tu as prétendu avoir ajouté le poison seul, en secret. » Lucien déglutit difficilement. « C'est vrai, mais n'est-il pas possible, suggéra Poirot, que quelqu'un d'autre ait trafiqué la sauce, que la dose mortelle ait été administrée par une autre main ?» Un murmure parcourut la pièce. Clarisse haleta doucement. Le regard de Poirot se posa sur Madame Duval, l'assistante de longue date de Gauthier. « Madame Duval, vous étiez d'une loyauté farouche envers M. Gauthier, et pourtant vous avez été témoin de sa cruauté. Vous avez été la dernière à le voir vivant. Vous aviez accès à ses repas privés. » Les yeux de Madame Duval s'écarquillèrent nerveusement. « Je ne lui ferai jamais de mal. Pourtant, vous en aviez l'occasion, et peut-être le mobile. Protéger l'héritage de votre maître, ou empêcher une réconciliation qui menaçait votre position. » La pièce devint silencieuse. Poirot eut un léger sourire. « Mais bien sûr, vous n'avez pas agi seul. Vous avez fait appel à Lucien pour faire diversion. » Madame Duval perdit son sang-froid. « Ça n'aurait pas dû finir comme ça. Il fallait seulement l'effrayer, pas le tuer. » Poirot hocha gravement la tête. « En effet, l'erreur fatale, l'overdose, c'est vous. Le poison de Lucien a été soigneusement dosé. Votre ajout, une dose supplémentaire, plus forte et mortelle. » L'inspecteur Vernier s'avança. « Madame Duval, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Armand Gauthier. » Madame Duval s'affaissa sur sa chaise, vaincue. Poirot se tourna vers les autres. « Ainsi, mes amis, l'affaire est close. Un tissu de désespoir, de loyauté et d'ambition. Chaque acteur est guidé par ses propres désirs et ses propres peurs. La vérité, cachée sous des couches de tromperie, n'est révélée que par une observation attentive de la nature humaine,
Hastings, qui était arrivé discrètement et se tenait maintenant à côté de Poirot, murmura « Remarquable, Poirot. Le dernier morceau était l'empreinte de la cuillère. Comment l'as-tu remarqué ?» Poirot sourit avec indulgence. « Ah, Hastings, les petites cellules grises doivent tout observer. Le plus petit détail, la plus infime incohérence. La cuillère était déplacée. Son creux racontait une histoire que personne ne voulait entendre. Il a croisé les mains. Quant à nous, acteurs de ce grand théâtre, la justice a son rôle à jouer, mais la compassion aussi. Lucien, bien que coupable, a agi par amour et par douleur. Madame Duval, bien que froide dans ses actes, a été victime d'une loyauté pervertie par la peur. Le regard de Poirot s'adoucit. La cuisine, comme la vie, est un délicat équilibre d'ingrédients. Quand l'un d'eux est gâté, tout le plat s'envenime. Il ajusta son chapeau, se préparant à partir. Maintenant, mes amis, je vais prendre congé. Paris me rappelle d'autres énigmes et mystères. Mais souvenez-vous de ceci. L'ordre et la méthode prévaudront toujours, même dans le chaos. Clarisse s'avança d'une voix assurée. Monsieur Poirot, merci. Vous avez apporté la lumière là où nous pensions qu'elle ne pouvait briller. Poirot s'inclina d'un geste théâtral. C'est un plaisir pour moi, madame. Et pour vous, de perpétuer la leçon, tempérer la force par la gentillesse. À mesure que la soirée s'approfondissait, la maisonnée commençait à s'installer dans une paix fragile. Poirot et Hastings sortirent dans la fraîcheur de la nuit. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux comme des diamants éparpillés. Hastings soupira. « Eh bien, Poirot, dirons-nous que justice a été rendue, alors ?» Poirot sourit, les yeux pétillants. « La justice, mon ami, est une recette en perpétuel perfectionnement. Il faut la goûter avec soin, en savourer chaque nuance. Et n'oubliez pas, les plus grands mystères ne se cachent pas toujours dans les faits, mais dans le cœur des hommes. » Ils marchèrent silencieusement vers la voiture qui les attendait. Et après un dernier regard jeté au château de la Lierre, Hercule Poirot, toujours maître de la déduction, disparut dans la nuit, ses petites cellules grises se tournant déjà vers la prochaine énigme qui attendait son esprit brillant.